数年前、小室中足が再び現れた。どうやらこの遺族はサスケさんと私の福がかぐやと対峙する何世紀も前にすでに地球に来ていたようです。今日このクランは私の歴史の不可全な部分です。私は自分の心の奥深くに一般的におつつきと呼ばれるこの遺族の痕跡を持っています。しかし何が来ても私は忍びのままです。La suite de ce qui a été pour beaucoup le meilleur manga du monde fait aujourd'hui l'objet de plusieurs critiques. Ça commence d'abord par le rythme et la faible intensité de l'histoire, jusqu'au dessin, en passant bien sûr par ce qui constitue l'œuvre, donc les personnages, les pouvoirs, etc., etc. Mais ça, c'est seulement pour ceux qui prennent au moins le temps d'argumenter le pourquoi du comment ils n'aiment pas Boruto. Qu'est-ce qui fait que pour eux, Boruto est une mauvaise suite? Et bien souvent, pour une majeure partie des détracteurs, on se rend compte que leur dégoût pour Boruto est souvent en lien de près ou de loin avec la fin de Naruto, et plus particulièrement avec l'arrivée subite des Otsutsuki. Pour beaucoup, ils sont arrivés comme ça du jour au lendemain, sans même avoir de réel rapport avec l'histoire de base. Mais en plus de ça, pour certains, ces derniers sont carrément les bourreaux de ce qui a été mis en place au départ, à savoir un monde basé sur les arts ninja. Et je vais pas passer 107 ans sur ça, il y a déjà pas mal de vidéos qui débunkent bien ce genre d'arguments. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi beaucoup n'aiment pas Boruto et pourquoi pas mal de leurs arguments ne sont en réalité pas valables. Pour essayer de comprendre pourquoi tant de fans sont déçus par Boruto, il faut d'abord analyser ce qu'il y a à la surface avant d'attaquer le fond du sujet. Et au premier abord, lorsqu'on veut lire Boruto, on est bien évidemment confronté au style de dessin. Le chara-design des personnages, le découpage ou encore le détail des dessins, tout ça est crucial dans un manga, car c'est ce qui permettra au lecteur de plonger en immersion dans l'histoire avant même d'être captivé par le scénario. Donc, pour résumer, je dirais qu'avant d'être intéressé par le fond, on est d'abord attiré par la forme. Et dans ce cas-là, au premier abord, le problème de Boruto, c'est d'abord les dessins de Mikio Ikemoto. Et là, j'avoue que je suis d'accord avec vous, mais vous allez voir la nuance. On peut critiquer les dessins de Ikemoto. Les visages beaucoup trop ronds, les lèvres parfois bizarres, ou carrément les traits des personnages qui ne sont même pas respectés. Et pour moi, le pire des cas, c'est vraiment Hinata. Il y a presque aucun trait du visage qui est respecté. Elle n'a rien à voir avec la Hinata dessinée par Kishimoto, et encore moins avec celle qu'on a vue dans Naruto. Alors oui, c'est vrai, beaucoup d'années sont passées. Les personnages ont pris des rides, vieillis et mûris, alors il est complètement cohérent que ces personnages soient différents d'autrefois. Mais là, le problème c'est que contrairement à des personnages comme Sasuke ou Sakura qui ont mal été dessinés, mais qui restent quand même reconnaissables, bah j'ai beau essayer, mais on peut pas nier que pour Hinata c'est très différent. Contrairement au personnage de Sasuke, sur lequel Ikemoto s'est perfectionné, Hinata elle reste vraiment, mais vraiment très mal dessinée tout au long du manga. Pourtant, si on jette un œil à Naruto Gaiden, cette fois-ci dessiné par Kishimoto, on constate le retour de la Hinata qu'on connaît. Les traits et la forme du visage, les cheveux mais encore mieux, les expressions du visage. Et attention, je suis pas là pour dire Kishimoto il est meilleur que Ikemoto ou je sais pas quoi. Non non, dans un manga qui en plus de ça est la suite de Naruto, un manga reconnu comme l'un des meilleurs de tous les temps si ce n'est même le meilleur, pour certains, il est juste normal d'émettre des comparaisons entre l'ancien et le nouveau dessinateur du manga quand celui qui a dessiné Naruto, l'un des plus grands mangas de tous les temps, se fait remplacer par un autre dessinateur. Alors si je devais faire une comparaison entre ces deux-là, bien sûr qu'il n'y aurait pas débat. L'un connaît et maîtrise ses personnages après les avoir dessinés durant des années, tandis que l'autre n'a encore que quelques années à son actif. Alors forcément, Ikemoto est loin et n'égalera sûrement jamais Masashi Kishimoto. Et c'est normal, mais malgré tout, ça n'empêche qu'il reste un très bon dessinateur et qu'il a encore devant lui une grosse marge de progression. D'ailleurs, comme je l'ai dit plus tôt, le personnage de Sasuke témoigne de la grande évolution de Ikemoto. Ça a d'abord commencé avec un Sasuke très bancal, puis le manga Boruto s'est terminé avec, selon moi, un personnage de Sasuke très bien dessiné. Animeのペースは遅いですが、気張に待ってください。 Le sujet qu'on entend le plus souvent pour dénigrer Boruto, l'anime. D'un côté, apprécié par certains pour son côté plus jovial, mais de l'autre dénigré comme jamais pour la dose de mélatonine qu'il fournit, l'anime Boruto Naruto Next Generation fait énormément polémique dans la communauté Naruto. Et les avis les plus récurrents qu'on pourra trouver sur internet seront souvent « L'anime est trop long, il y a beaucoup trop d'épisodes filler, c'est ennuyeux, on dort, on rompiche ». はい、あなたは正しいと思います。
彼をこの状態にできたのはアニメだけです。 Mais à part ça, j'ai vu aucun argument valable et constructif pour dire concrètement que Boruto en animé c'est nul. Je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde de voir Boruto manger un éclair burger ou voir Chocho manger des chips, mais à un moment donné, il faut quand même développer les personnages, leur personnalité et le lore de l'univers de Naruto. Parce que dans un univers comme celui-ci où des choix peuvent influencer l'état du monde, il est selon moi nécessaire d'aller au-delà de l'entourage du personnage principal. Et c'est justement ce qui va nous permettre de rebondir sur les épisodes soi-disant filler. Y a pas vraiment grand monde qui le sait, mais la plupart des épisodes de Boruto sont en réalité canon. Ils sont soit inspirés de romans, soit validés par Kishimoto lui-même. Et c'est justement grâce à ces histoires annexes au manga qu'on peut en apprendre beaucoup plus sur les autres villages ou sur les autres pays, ainsi que sur les conflits mineurs qui règnent dans le monde shinobi. Et pour moi, c'est très important de montrer tout ça, car non seulement ça permet de développer le lore de l'univers de Naruto et de Boruto, d'ailleurs on constate que comme par hasard, c'est toujours au pays de l'eau et au village de Kiri qu'il y a du grabuge. Mais bref, justement, pour moi, ces épisodes canons de Boruto sont nécessaires pour le développement des liens entre les villages, puisque contrairement à l'époque de Naruto où il y avait encore des grabuges et des conflits entre les pays, à l'heure actuelle dans Boruto, on se rend compte que la paix entre les 5 grands villages et les pays n'est pas forcément signe de paix universelle. Car même si aux yeux du monde, les grandes nations sont unies, ça n'empêche que ce que Nagato disait à l'époque n'est pas totalement dénué de sens, puisque effectivement, on constate que beaucoup de criminels ont émergé après la 4e grande guerre ninja. Et encore une fois, c'est en partie grâce à l'anime qu'on peut se rendre compte de ces choses-là. Parce que là où le manga se contente de développer les éléments primaires de l'histoire, l'anime, lui, prend plus le temps pour les éléments primaires, mais aussi les éléments secondaires, voire tertiaires de l'histoire. Donc comme je l'ai dit, tout ce qui est développement des liens entre les villages et les pays, le développement plus en profondeur des personnages de l'histoire, et enfin, ça nous permet de voir des personnages qu'on ne voit pas régulièrement dans le manga, comme Kakashi par exemple, qu'on voit beaucoup plus souvent dans l'anime aux côtés des personnages secondaires. Certains l'apprécient pour la nouveauté et le renouvellement, mais la majeure partie des détracteurs de Boruto sont tous d'accord pour dire que les Otsutsuki n'ont rien à faire dans l'univers de Naruto et Boruto. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, l'argument majeur pour appuyer ce propos sera de dire que les Otsutsuki sont arrivés comme ça du jour au lendemain. Mais est-ce que tout ça est bien réel? Bon, avant de commencer ce debunk, on va d'abord rappeler qui sont les Otsutsuki. Comme vous le savez, ce peuple forme un clan qu'on appelle aussi le clan céleste. Le but des membres de ce clan est de voyager partout dans l'univers à la recherche de planètes, dans le but de dérober l'énergie vitale ainsi que les données génétiques de ces dernières. Pour ce faire, ces personnages voyagent souvent par binôme, et une fois arrivés sur la planète qu'ils souhaitent s'emparer, ces derniers devront implanter des graines de Jubi, puis une fois fait et dans l'optique de voir apparaître le Shinju, le Otsutsuki de rang inférieur devra être sacrifié au Jubi pour enfin laisser place à l'arbre divin. Et une fois ce processus réalisé, le Otsutsuki restant, donc celui de supérieur, n'a plus qu'à manger le fruit du Shinju après que l'arbre ait non seulement absorbé l'énergie vitale de la planète ainsi que les données contenues sur cette dernière. Donc pour résumer, les Otsutsuki sont des êtres assoiffés de puissance, prêts à tout pour acquérir ce statut divin qu'on nous présente comme étant Shibai dans le chapitre 75. Et maintenant, pour ceux qui aiment dire que l'arrivée de ce clan est une abomination de l'œuvre. Bon, je rappelle qu'on nous les avait déjà teasés depuis le départ. Premièrement avec la relation Naruto-Sasuke, similaire à celle de Madara et Hashirama, qu'on pouvait donc associer à celle de Indra et Ashura. Mais c'est pas tout, même le Rikudo Sennin ainsi que les 9 bijoux nous ont été teasés depuis le départ. Et bien évidemment, ça vaut aussi pour Jubi. Tous ces éléments qu'on nous a introduits depuis le début de l'histoire. Et au fur et à mesure de son avancée, c'est seulement vers la fin du manga qu'on a pu découvrir l'origine de tous ces éléments, donc les réincarnations des frères Ashura et Indra, le cycle de la haine, les origines des 9 démons à queue, et enfin la véritable identité du Rikudo Sennin, personnage qu'on nous avait teasé depuis le départ, mais aussi personnage dont tout le monde parlait sans même savoir qui il était en réalité. Et enfin, le personnage qui pose sûrement le plus problème dans la communauté Naruto, ce personnage est sûrement le plus détesté. Pourquoi? Parce que soi-disant il est arrivé comme ça du jour au lendemain. Parce que beaucoup auraient préféré Madara comme antagoniste final, mais malheureusement pour eux, c'est Kaguya qui a eu cet honneur. Enfin bref, là on veut savoir pourquoi les Otsutsuki sont si détestés. Alors forcément, on est obligé de reparler du rôle de Kaguya dans l'histoire, parce que sans elle, le clan Otsutsuki n'aurait pas été introduit. Alors forcément, si on n'a pas l'introduction des Otsutsuki, on ne sait absolument rien sur l'origine des shinobi. Et c'est pas tout, parce que ça inclut aussi Jubi, les 9 démons à queue, mais aussi le ninjutsu, comme on l'a vu récemment dans le manga Boruto. En effet, comme le dit Momoshiki lui-même dans le chapitre 80 de Boruto, le Shinjutsu n'a rien à voir avec le Genjutsu ou le Ninjutsu. C'est d'ailleurs pourquoi il dira à Boruto que l'omnipotence n'a rien à voir avec un simple Genjutsu, car cette fois-ci, les effets ne sont pas temporaires mais bien permanents.
それはあらゆるものを具現化できる絶対的な意志である。Oui, oui, oui, il y a bien quelque chose qui cloche dans cette histoire. Comme nous dit Momoshiki qui semble bien s'y connaître sur le sujet, Omnipotence est le Shinjutsu des Shinjutsu que seul leur dieu pouvait utiliser auparavant. Et comme il le dit lui-même, le pouvoir de Eida a matérialisé la volonté de Kawaki. Sauf que comme on le sait, Ada ne maîtrise pas ce pouvoir. Sauf que si on y réfléchit bien, à l'époque leur dieu, donc certainement Shibai Otsutsuki, a très certainement créé les dojutsu tels que le Rinne Sharingan par exemple, qui ne serait donc que la forme originelle du Rinnegan et du Sharingan, tout comme le ninjutsu ne serait qu'un copier-coller de Wish du Shinjutsu. Enfin bref, là on rentre dans la théorie, mais ce qui est sûr c'est que tous les dojutsu qu'on a vus dans Naruto et à présent dans Boruto ne sont pas là par hasard. Ils viennent tous forcément d'une base, et cette base c'est certainement le Gyoutsutsuki, donc Shibai. Enfin bref, du coup comme je vous disais précédemment, il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Momoshiki nous dit que le désir de Kawaki a été matérialisé par le pouvoir de Ada. Sauf que comme le disent Amado et Momoshiki, rien n'est impossible à un dieu et un Otsutsuki. Kawaki est un Otsutsuki et il a vu son vœu être matérialisé par le pouvoir de Ada. Alors la véritable question c'est pourquoi Boruto n'est pas mort? Pourquoi est-il toujours vivant? Ça fait des lustres que Kawaki dit qu'il veut tuer Boruto pour protéger Naruto, mais lorsque sa volonté est matérialisée par un pouvoir, Boruto est finalement toujours en vie. Alors on va se poser 2 minutes et analyser un petit peu son cas. Là, en réalité, le scénario nous montre ce que ressentait réellement Kawaki. Et vu la tournure de l'histoire, tout porte à croire qu'en réalité, Kawaki ne voulait pas tuer Boruto pour protéger Naruto, mais plutôt avoir la vie qu'avait Boruto, donc être reconnu et adulé de tous. Et là, ça nous permet de nous rendre compte du contraste qu'il y a entre ces deux personnages. L'un est né avec entre guillemets tout, des amis, une famille et une vie tranquille, mais aujourd'hui, il se retrouve dépossédé de tout. L'autre, quant à lui, est né avec rien, qu'on pourrait même l'appeler misérable, pour avoir entre guillemets tout ce qui lui manquait aujourd'hui, bien que ce soit éphémère. 結局俺はサスケのことを何も分かっちゃいなかった。分かったつもりでいただけだった。 On avait autrefois le parallèle entre Naruto et Sasuke, où l'un avait tout mais va tout perdre, et l'autre n'aura rien mais va entre guillemets tout gagner. Mais aujourd'hui dans Boruto, l'histoire consiste à faire le parallèle entre deux frères, qui l'un est né avec rien, tandis que l'autre est né avec tout. Et ce qui là fait la grande différence, c'est que contrairement à la relation Naruto-Sasuke autrefois, aujourd'hui dans Boruto, les deux personnages qu'on nous oppose auront droit à un tout autre développement, puisque le entre guillemets tout perdre ou tout gagner est éphémère. Cette fois-ci, la vie et le quotidien des deux personnages ont été échangés pour le monde entier. Le raté est perçu comme le réussi, et le réussi est perçu comme le raté. Et c'est justement à cause de ce phénomène de l'omnipotence que le monde entier a été bouleversé. Et encore une fois, on se rend compte que la base de l'intrigue, c'est encore les Otsutsuki. Les pouvoirs qui ont chamboulé le scénario viennent d'eux, les origines du conflit Boruto-Kawaki sont encore une fois les Otsutsuki, et même les nerfs des personnages comme Naruto et Sasuke sont arrivés encore une fois à cause des Otsutsuki. Enfin bref, comme vous l'aurez compris, ces personnages ont un rôle majeur dans l'œuvre Boruto. Absolument tout a commencé avec eux, et ça même bien avant l'ère des shinobi. Donc pour tous ceux qui détestent ce clan céleste, certes il y a des personnages frauduleux parmi eux, mais au-delà de ça, comment est-ce que vous pouvez vous proclamer fan de Naruto quand vous rejetez ce qui a fait la base de cet univers? Forcément, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on découvre l'univers et le lore du manga. Autrefois, on nous a teasé la puissance de Kyuubi qu'on a appris à connaître au fil du temps, jusqu'à découvrir qu'il y avait encore d'autres Biju, puis on a appris à le connaître plus en profondeur en découvrant son vrai nom, et aussi pourquoi chaque Biju voit une haine aussi profonde envers l'homme. Ensuite, on a découvert Jubi, le Rikudo Sennin et Kaguya, et c'est pareil avec Akatsuki. On a d'abord connu les personnages, donc on a connu l'organisation à la surface, mais c'est bel et bien au fil de l'œuvre qu'on s'est plongé plus profondément dans le sujet, et c'est comme ça qu'on a appris pourquoi et dans quel but ils capturaient les Biju, les raisons pour lesquelles chaque individu a rejoint l'organisation, puis pour finir, la nature même de l'Akatsuki au départ. Et aujourd'hui, c'est pareil dans Boruto. On a découvert un monde de shinobi dans Naruto, on a appris plus ou moins les origines des ninjas, du ninjutsu et du chakra, et maintenant dans Boruto, on s'y intéresse encore plus en profondeur avec l'introduction des Otsutsuki à la fin de Naruto, qui à ce jour dans Boruto nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur l'origine du monde ninja et tout ce qu'il comporte, en l'occurrence le ninjutsu, l'arbre divin ou encore Jubi. Et donc là, je pense que j'ai pas besoin de répéter encore une fois, mais je vais le faire quand même, à la base, tout vient des Otsutsuki, donc même ce qu'on a vu dans Naruto, ça vient d'eux. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Amado lui-même. Le ninjutsu qu'utilisent les personnages qu'on a vus jusqu'à présent n'est qu'une pâle copie du shinjutsu. Et donc là, si vous faites le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, bon, au pire attendez, ouvrez bien les yeux, je vais vous... 心配するな。あなたは今私の幻術の中にいます。 Les gars, réveillez-vous. Oh, oh. 黙れ。私は彼らに私なりの方法で全てを説明します。私はネロオタクがあなたに伝えようとしてきたものをただ伝えます。よく聞いて
ナルトのリチを追い始めたあの日から、忍術は最初から存在し、忍びにとってはめかせないものであり、外地から力を守る役割を果たしていた。しかしこのリラはクシカネゴイ時代、マダラと柱間の時代、そして忍びの時代よりずっと前にすでに存在していた。そして今日ボルトでは岸本正史が我々が最初から見てきた忍術という主題にその真の起源を明らかにすべく立ち向かう。今度こそ決意するのは私次第なのかもしれない。 Bon, maintenant pour ce qui est des personnages comme Naruto, Sasuke ou encore Rock Lee, donc ceux qui représentent l'ancienne génération, parce que oui, là où on a connu cette génération comme étant la nouvelle autrefois, aujourd'hui c'est eux les anciens. Et justement, je sais que beaucoup de personnes sont déçues par le développement de ces personnages, et la raison principale c'est tout simplement qu'on ne les voit pas suffisamment. Pour beaucoup, ces personnages ont un mauvais traitement car on ne les voit pas suffisamment à l'œuvre dans Boruto, et sur ce cas-là, c'est vrai qu'on peut pas dire que ces personnages ont été vus autant de fois que Naruto et Sasuke par exemple, mais là, encore une fois, il y a une explication à tout ça. La raison principale qui fait que ces personnages ne sont pas autant mis en avant que Naruto et Sasuke, c'est tout simplement les niveaux de puissance. Aujourd'hui, on n'a plus affaire à des voyous ou renégats, on a affaire à une toute nouvelle menace. Alors il est totalement normal et cohérent que ces personnages n'aient aucune utilité face à des adversaires tels que Jigen par exemple. Naruto et Sasuke étant les seuls shinobi à avoir bénéficié des pouvoirs de Rikudo, il est totalement normal que ces deux personnages soient les seuls à pouvoir barrer la route des nouveaux adversaires. Rappelez-vous de l'écart de puissance qu'il y avait entre Naruto et Sasuke et le reste de l'Alliance, sans compter les Hokage bien sûr. Alors imaginez maintenant et encore plus à la fin de la guerre où selon moi ils étaient à leur prime, mais bref, là n'est pas le débat. Tout ça pour dire qu'après avoir été élevés aussi haut et après avoir creusé un tel gouffre entre eux et les autres personnages, il est juste logique et cohérent que seuls ces deux personnages soient des remparts crédibles aux nouvelles menaces. Et attention, ça n'empêche qu'il y a quand même de très grands shinobi dans le monde ninja. On pourrait citer Kakashi, Gaara ou même Darui qui sont de très bons shinobi par exemple, mais forcément face à des personnages tels que Naruto et Sasuke, ils feront forcément pas le figure. Mais en réalité, même si la majeure partie de l'ancienne génération est inefficace face aux nouvelles menaces. Des personnages comme Shikamaru et Ino par exemple sont très utiles pour la défense de Konoha. Shikamaru plutôt pour l'aspect stratégique et Ino plutôt pour l'aspect communication. Et bien sûr, comme on l'a vu, si on combine ces deux atouts, ça devient une véritable force pour le village. Ensuite, pour les personnages comme Kakashi, Kiba, Shino, etc., vous inquiétez pas. Eux aussi vont avoir leur moment. D'ailleurs, quelques petites théories, mais Kakashi aura très certainement quelque chose à faire ou à accomplir avec Sasuke, et des personnages comme Kiba ou Rock Lee par exemple auront très certainement droit à leur heure de gloire eux aussi. Boruto True Blue Vortex vient à peine de commencer, alors tout peut encore se passer. La première partie de Boruto a plutôt servi à établir les éléments à la surface, introduire de nouveaux personnages, révéler plus ou moins les objectifs de chacun, pour que toutes ces intrigues soient résolues dans Boruto True Blue Vortex qui sera très certainement l'ultime partie du manga Boruto. Donc, tout comme dans Naruto où on a découvert Akatsuki dans la première partie, c'est seulement après l'ellipse, donc dans ce qu'on pourrait appeler la partie 2 ou juste Naruto Shippuden, qu'on a enfin résolu l'intrigue autour de l'Akatsuki. Premièrement en apprenant qui ils étaient en réalité, puis pourquoi ils cherchaient à capturer les bijoux, et enfin, comment ils ont décidé ou accepté de se joindre à Akatsuki. Aujourd'hui dans Boruto, on doit encore savoir d'où vient réellement Code, pourquoi il est à ce point omnubilé par Ishiki, comment va se terminer le conflit Boruto-Kawaki, quel développement auront Naruto et Sasuke, quels sont les réels objectifs de Kashin Koji, les mystères que renferme Amado, et enfin, puisqu'on nous l'a teasé, on verra aussi très certainement Shibai Otsutsuki. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, on a encore énormément de choses à découvrir dans Boruto. True Blue Vortex vient à peine de commencer, alors laissez-moi vous rappeler ce qui s'est passé au début de Shippuden. La mort de Jiraiya, la mort d'Itachi, la révélation de qui est Pain en réalité, la révélation que Minato est bel et bien le père de Naruto, et bien sûr, faut pas oublier, la mort de Azuma Sensei. Et pour rappel, à ce stade du manga, on était encore loin d'arriver à la fin. Donc voilà, restez concentrés, chaque chose arrivera en son temps, d'ailleurs Kishimoto nous l'a bien montré dans Naruto, donc voilà, restez serein, ça va bien se passer. Kawaki. その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。
Bon, pour finir maintenant, je sais qu'il y a énormément de débats autour du personnage principal, Boruto Uzumaki. En discutant un petit peu avec les gens, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui détestent ce personnage parce que soi-disant c'est un enfant pourri gâté. Et d'un côté c'est vrai, parce que là où à l'époque on était habitué à voir un Naruto solo, qui n'a personne pour l'accueillir lorsqu'il rentre à la maison le soir, ni même personne pour lui faire à manger chez lui, aujourd'hui dans Boruto, le protagoniste principal, donc Boruto Uzumaki, a clairement tout ce que son père n'a pas eu. Un père, une mère, une petite sœur, bref, une famille, un village qu'il apprécie et des amis. En gros, tout ce que Naruto rêvait d'avoir, Boruto l'a eu pour acquis au début de son histoire. Et là, le problème, c'est que ça peut paraître énervant. Je peux entièrement comprendre qu'on n'apprécie pas la mentalité ni le comportement de Boruto. D'ailleurs, moi-même, j'ai pas apprécié son comportement au début. J'avoue, j'avais envie de lui donner des coups de coude. Il n'a aucune idée de ce qu'a vécu son père autrefois, et forcément, comme il est né dans une famille entre guillemets noble, bah il y a forcément le comportement d'enfant pourri gâté qui va avec. Mais en soi, est-ce que c'est incohérent avec l'œuvre de Kishimoto? Naruto est né en n'ayant rien. Il a vécu la misère, il a connu la solitude. Bref, il sait ce que c'est d'être traité comme un moins que rien. Alors, pour changer ça, ce qu'il veut, c'est être reconnu à sa juste valeur et devenir Hokage. Donc, la question, c'est de quoi vous vous plaignez? Naruto a été reconnu à sa juste valeur. Il est devenu Hokage et enfin, il a apporté la paix que tout le monde espérait qu'il apporterait un jour. Et en plus de ça, il sait enfin ce qu'est le bonheur d'avoir une femme et des enfants. Enfin, bref, tout ça pour dire que comme Naruto a atteint son objectif, donc apporter la véritable paix, il est tout simplement normal que Boruto ne soit pas comme son père à son âge. Les deux époques n'ont rien à voir puisque la situation entre les villages et les pays n'est plus la même qu'autrefois. Alors forcément, c'est normal que dès le début, on n'ait pas un Boruto déterminé puisque tout simplement, il n'a pas vécu la même situation que Naruto à son âge. Et justement, là où l'animé est crucial selon moi, c'est lors des épisodes du retour vers le passé. Puisque comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, l'animé est crucial pour développer ce genre d'éléments. Dans ces épisodes, on voit Boruto retourner dans le Konoha du passé et donc forcément voir comment ça se passait autrefois. Et c'est justement après ce court passage dans le passé que Boruto comprendra réellement qui est son père et les épreuves qu'il a dû surmonter avant de devenir Hokage. Shigotoとしては、渇きを期限まで突き詰めたのは他でもない。私よりも。 Aujourd'hui, tout est différent pour Boruto. Lui qui connaissait autrefois l'abondance, la joie de vivre, la famille et les amis, se retrouve aujourd'hui dépossédé de tout. Lui qui jusqu'alors ne connaissait que paix et tranquillité, verra sa vie basculer de la lumière aux ténèbres en très peu de temps. Et selon moi, c'est là qu'on voit la véritable maturité de Boruto. Certes, on a connu un Boruto pourri gâté qui n'avait pas conscience de la chance qu'il avait, mais aujourd'hui et depuis le chapitre 80 de Boruto, on peut très bien se rendre compte de l'énorme maturité que Boruto détient. Ok, il aurait peut-être pu basculer comme Obito, Madara ou bien Nagato si Sarada n'avait pas été là pour convaincre Sasuke de le protéger. Alors même s'il est bien accompagné en étant avec Sasuke, ça ne change rien au fait que Boruto ait une maturité et un sang-froid louable à son âge. Après avoir été dépossédé de tout, après avoir perdu son père, sa mère, son village et ses amis, il arrive encore à se remettre en question en se mettant à la place de son frère Kawaki. Et là, je vous cache pas que j'ai kiffé en voyant ça. Parce que là, en réalité, la manière de Boruto de gérer cette situation, ça montre à quel point Boruto a mûri depuis le début de l'histoire. Et peu importe que l'anime soit trop long, trop mou ou tout ce que vous voulez, c'est bien grâce à lui qu'on peut accéder à l'intégralité du développement de Boruto. Et là, dans le chapitre 80, ça nous montre, comme j'ai dit, que Boruto a énormément mûri et évolué. Tout ce que Boruto a enduré et tous les personnages qu'il a rencontrés sur sa route, c'est grâce à tous ces éléments que Boruto est devenu celui qu'il est aujourd'hui. Qu'il n'est plus l'enfant pourri gâté qu'il était autrefois, mais plutôt l'enfant conscient de qui il est et de ce qu'il a, et surtout conscient de vivre à une époque de paix que son père a lui-même instaurée. Même si on est sûr de rien et qu'on ne sait pas forcément comment ça va se terminer, ce qui est sûr c'est que Boruto est encore loin d'être terminé, alors admirons le chemin qu'a entrepris Boruto. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'a pris énormément de temps à faire, franchement c'est waouh, un truc de ouf. Donc si vous êtes encore là et que vous avez aimé la vidéo, bah n'oubliez pas de liker, ça fait plaisir et c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Et moi il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara. Sayonara.